Alors, Jade Bourdage, je suis professeure à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal et je suis aussi chercheure permanente à l'Observatoire des profilages. Ben, je crois que d'abord, je dirais que c'est plus qu'une métaphore, hein, de dire que les jeunes mineurs sont un territoire colonisé, c'est d'avoir une pensée des corps et de la question aussi qui a été soulevée pendant le panel, c'est-à-dire que la frontière entre les mineurs et les majeurs est une frontière qui relève strictement d'une logique et d'une morale d'état civil. Donc, nos sociétés, en fait, déterminent des âges comme ça, et c'est quelque chose qui est arrivé très tard dans notre histoire aussi, hein? Notre rapport à l'enfance, à la valeur de l'enfance, à la valeur morale que l'on donne à l'âge mineur, est quelque chose de tout à fait récent dans l'histoire. On se formalisait pas de ces distinctions, par exemple, avant qu'on ait des lois sur le travail des enfants. Donc, chaque société occidentale a développé ses propres catégories morales pour parler des mineurs. Et lorsque je parle de ça en lien avec l'intervention, si on veut, par exemple, sur la réduction des risques, les approches en réduction des risques, c'est que la question des mineurs, c'est un peu l'impensé de ces approches d'intervention, c'est-à-dire que ça va toujours être la situation limite. Pour les espaces de consommation supervisés, on va tout le temps se questionner, ah oui, mais là, c'est comme notre limite. À partir de cet âge-là, mineur, on s'interroge, même le personnel d'intervention, à partir de catégories morales. On n'est plus du tout dans l'assistance aux personnes en danger ou dans la réduction des risques. On est vraiment dans une catégorisation morale. Et ça, ben, c'est pas le propre des intervenants en gestion des risques. C'est vraiment le fruit d'une société qui traite la jeunesse d'une certaine manière, de manière absolument paradoxale. C'est-à-dire, lorsque il est aux avantages de notre société de traiter des jeunes mineurs comme des adultes, on les traitera comme des adultes. Je pense, par exemple, avec la délinquance, les actes délinquants. Là, jamais on va les traiter comme des enfants. On va les traiter comme des adultes, bien sûr, avec des lois pénales qui varient. Et dans d'autres contextes, ça va être à notre avantage de les traiter comme des enfants. Donc, dans une autre catégorie d'individus. Mais tout compte fait, la jeunesse, c'est aussi une catégorie d'individus dans nos sociétés qui est mise hors jeu. Donc, qui est mise hors jeu, auquel on ne reconnaît pas la valeur de choix, de décision, même, je dirais, de volonté individuelle. On ne lui reconnaît pas cette capacité. Donc, ça teinte énormément nos manières d'intervenir avec les jeunes. Et puis là, je fais une distinction aussi de genre, de classe, c'est-à-dire on a plusieurs jeunesses. Hein? Un corps noir, le corps d'un jeune homme noir dans l'espace public évoquera pas du tout le même principe d'intervention que le corps d'un jeune homme, un jeune garçon blanc, par exemple. Et voyez-vous, moi-même, je le fais, j'ai dit jeune homme noir, parce qu'on va les traiter immédiatement de manière criminelle et pénale, alors que des jeunes garçons blancs, on va les prendre en charge, la structure pénale ne viendra pas jouer immédiatement comparée au corps racisé. Et avec les jeunes filles, c'est la même chose. La prise en charge va être au nom de leur protection. Alors là, on va les investir dans des processus de psychothérapie, de thérapie familiale, où il y aura tout un travail de normalisation des comportements de la jeune fille. Et je soulevais que souvent, dans cette structure coloniale liée aux catégories d'âge, eh bien, on reprochera aux garçons ce qu'ils font et on reprochera aux jeunes filles ce qu'elles sont. Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose, s'il y a bien une chose qui est propre à la question coloniale, c'est qu'on refuse de se penser comme étant colonial. Nos institutions, par exemple, peuvent adopter des pratiques de lutte contre le colonialisme ou postcolonial pour certains, mais refuseront systématiquement de penser leurs propres pratiques comme étant de l'ordre de rapports violents, de rapports de domination, de rapports coloniaux. Et en intervention, c'est particulièrement le cas. Et c'est plutôt insidieux parce qu'en intervention, s'il y a bien une chose
avec laquelle on est convaincu historiquement et qu'on a réussi, c'est le tour de force, en fait, qu'on a fait en intervention, c'est qu'on est là pour le bien des individus. Et ça empêche cette réflexion-là des biais qu'on a avec certaines catégories de personnes, en fait, et de comment on va être très intrusif, très exigeant aussi avec certaines catégories de la population. Et j'aimais bien rappeler qu'on n'est pas répressif de manière égale dans une société. On n'est pas contrôlant de manière égale et on ne contrôle pas les populations de la même façon. Il y a des individus, des communautés, des populations que l'on contrôle, que l'on réprime et toutes sortes de choses. Je pensais juste à la consommation, par exemple, de substances. Il y a des niveaux de respectabilité de la consommation dans nos sociétés qui fait en sorte que toute notre attention étatique, l'intervention plus d'État, desquelles fait partie l'intervention. On est en quelque sorte, comme intervenant, on est aussi les petites mains de l'État parce qu'on gère des populations, on fait du contrôle social, qu'il soit vertueux ou pas, ce contrôle social, qu'il soit formel, informel. C'est tout de même le rôle que nous jouons dans cette grande mise en scène de nos États contemporains. Donc, cette question-là est extrêmement importante de se penser aussi comme faisant partie de ces pratiques-là, de penser nos biais, même en intervention les plus progressistes. On doit penser cette question-là. Et j'aime beaucoup, on parle beaucoup de bienveillance, avoir des rapports bienveillants. Moi, j'aime bien parler de bienviolence. Il y a une bienviolence dans l'intervention qui est impensée, qui n'est pas questionnée. Et c'est pas seulement avec les mineurs. Mais les mineurs, c'est comme un cas exacerbé, en fait, de ça. C'est là où on va le voir de manière les plus exacerbées, et je dirais à l'autre extrémité avec les personnes vieillissantes. Qu'on va infantiliser, Donc, on a deux extrémités. Paradoxalement, mais c'est pas surprenant non plus, c'est les deux extrémités qui se retrouvent pas dans la vie active. Donc, qui sont infantilisés, qui sont vulnérabilisés, traités comme des victimes. Oui, absolument. Oui. De lien, oui. Ben ça, c'est quelque chose, c'est dans les débuts de ma carrière à l'École de travail social. Lorsque j'ai commencé à enseigner en 2018, je donnais des cours de 3e année de baccalauréat ou 4e année, il arrivait dans mes premiers cours de maîtrise. Et moi, c'est toujours une ligne de fond, une trame de fond dans les cours que j'enseigne. D'abord sur la question des marginalités urbaines, des pratiques en milieu urbain, mais à partir de la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans nos pratiques d'intervention, reproduit tout à fait les schèmes de domination que l'on dénonce par ailleurs ouvertement comme intervenant, mais que ces pratiques-là se reproduisent dans notre intervention. Et puis, j'étais surprise, en fait, que mes étudiants me disent « Mais Madame Bourdache, c'est la première fois qu'on me parle du lien entre contrôle social et travail social, de manière aussi frontale. » C'est-à-dire, mes collègues, bien sûr, c'est transversal dans les cours. Plusieurs collègues vont soulever cette question-là, vont soulever la question raciale, les questions de genre, les questions d'intersectionnalité. Mais d'aborder ça de front dans l'histoire même du travail social et de son développement et de comment c'est sophistiqué, ce lien entre contrôle social et travail social aujourd'hui, et les effets aussi de la professionnalisation. Parce que je pense que cette histoire avec le contrôle social, elle ne peut pas être pensée sans penser les problématiques autour de la professionnalisation du travail social et des conflits de légitimité entre professions. C'est-à-dire comment un travailleur social ou une travailleuse sociale affronte des conflits de légitimité lorsqu'il se trouve à une même table avec des criminologues, par exemple. Et comment son statut sera dévalorisé s'il ne tombe pas dans les mêmes paradigmes, si on veut, d'évaluation des risques, d'évaluation psychosociale. Donc ça, c'est un rapport très, très complexe aux professionnalisations, en fait, des métiers de l'intervention. Oui. Oui, puis j'ai pas développé l'art. Fait que merci de me donner l'occasion parce que je trouve que c'est très important, cette question-là, parce que
une des choses qu'on entend souvent en intervention, c'est le souhait ou si on veut, de développer un lien de confiance. Et tout le monde se targue de cette question-là. J'ai développé un bon lien de confiance. Mais en fait, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène totale parce que les jeunes, par ailleurs, vont donner l'information qu'ils jugent qui ne leur sera pas préjudiciable en intervention. Et donc là, on a déjà un rapport biaisé. On a un rapport complètement inégalitaire. Je veux dire, nos principes d'intervention placent l'intervenant au centre de la situation. Et on n'est pas du tout on est dans des contextes de diade, d'intervention très individuelle, très clinique, où je pense qu'on sous-estime les capacités de compréhension que les jeunes et les moins jeunes, par ailleurs, ont des violences structurelles et des violences qu'ils subissent et des dominations. Souvent, on pense que les populations sont aliénées, sont pas conscientes de ce qu'il a. Au contraire, c'est nous qui savons pas écouter comment ils nous le racontent, comment ils savent ce qui leur arrive. Hein? Donc ça, je pense que c'est vraiment... C'est pour ça que j'appelle ça de la bienviolence, parce que au final, si la personne ne démontre pas d'une certaine manière qu'elle a une relation de confiance avec toi, on va dire qu'elle manque de reconnaissance par rapport à la vertu qu'on a de vouloir l'aider. Je te tends une main, tu la refuses, tu manques de reconnaissance. Et ça, c'est particulièrement le cas avec les sans-papiers, par exemple. C'est très compliqué, le rapport avec les intervenants pour des personnes sans-papiers, pour des personnes qui, par ailleurs, n'ont pas le luxe de l'illusion de la bienveillance. Ah oui, notamment, mais complètement. Puis pas seulement en situation d'exil, je veux dire, les populations issues de l'immigration ont un rapport de méfiance avec les institutions qui est tout à fait explicable. Et je pense le grand écart entre le personnel d'intervention qui ne se rend pas compte de ce climat-là et les usagers, les usagères, peu importe, ou les populations avec lesquelles on intervient, provient d'une question d'écart aussi de positionnalité. C'est-à-dire que l'intervenant vit encore aujourd'hui dans le luxe de l'illusion. De l'illusion de ce qu'on offre, de comme c'est bon, comme c'est vertueux. Je suis là pour ton bien-être. Je suis là pour t'apporter des services. Et la positionnalité tout à fait exceptionnelle de ces population-là, qui est ce que j'appelle, et là je le mets en guillemets, hein, mais c'est le luxe de la désillusion. C'est-à-dire, il n'y a pas d'illusion possible. On dit au Québec, le jupon, il dépasse de tous les côtés. Je veux dire, on a bien du mal à cacher notre jeu aujourd'hui. Notre jeu, et par ailleurs, on vante les vertus d'une relation de confiance, mais on traite tout le temps les individus qui viennent dans les structures, les populations, les communautés, avec un climat de suspicion. C'est-à-dire, je soupçonne qu'ils ne me disent pas la vérité. Je soupçonne qu'il ait des pratiques dont ils ne me parlent pas. Je soupçonne que... Et on est très dans le caseload qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire on cherche des informations. Et on a en fait des pratiques policières avec les individus. Et ça, je pense que ça affecte énormément le travail. Oui, complètement. Je pense que la finalité de l'intervention, ça doit être qu'on se rende inutile, que les gens puissent s'organiser entre eux, avoir des relations très, très fortes, avoir un capital social qui leur permet de mobiliser des ressources humaines lorsqu'ils affrontent des adversités. Et moi, je prends par exemple la question du sans-abrisme, que nous, on n'appelle pas comme ça au Québec, mais on dit souvent à la boutade, on les adore, nos personnes en situation d'itinérance, tant qu'elles dépendent de nous. Parce que lorsqu'elles s'organisent collectivement, là, elles rentrent en confrontation directement avec les mandats de l'intervention. Et je pense que c'est là qu'on s'est tiré dans le pied. C'est qu'on n'est pas du tout dans un modèle de pratique, d'intervention et d'accompagnement qui vise à ce que les gens ne soient pas dépendants de nos structures. On pourrait faire des liens aussi avec le capitalisme puis la question des employés de l'État, c'est-à-dire c'est un gros secteur. Chez nous, le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est le plus gros employeur. Fait que si les gens n'ont plus besoin de nous, je veux dire, on fait quoi?